Peignez, peignez toujours jusqu'à ce que la toile en crève. Mes yeux ont besoin de votre couleur et mon cœur est heureux. Quelques mots pour une amitié parfois houleuse entre un peintre jardinier, figure de proue du mouvement impressionniste, et un homme d'État amateur de peinture qui gouverna la France dans la tourmente du premier conflit mondial. Claude Monet rencontre Georges Clemenceau dans le quartier latin. Dans les années 1860, la relation relève de la fraternité où l'admiration joue un rôle central. Dans le jardin aux nymphéas, obsession de l'artiste, Clemenceau rend souvent visite à son ami. Une amitié politique aussi, l'impressionnisme libre de Claude Monet côtoie le projet démocratique dont rêvent les cercles de la gauche républicaine. En 1918, les deux hommes sont liés dans la victoire, signature de l'armistice pour l'un et reconnaissance artistique pour l'autre lorsque les nymphéas entrent à l'orangerie des Tuileries. Le jour des obsèques du peintre, le tigre refusera de déposer sur le cercueil l'étoffe noire du deuil. Décrochant un rideau fleuri, il lancera « Pas de noir pour Monet ». Alors pour parler de Claude Monet, de cette formidable rétrospective qui s'est ouverte à Paris au milieu de cette semaine, nos invités sur ce plateau. Je vous présente avec plaisir Sylvie Patin. Vous êtes l'une des commissaires, il y en a plusieurs, de cette exposition du Grand Palais. Vous êtes l'auteur d'un livre, Une petite merveille, Monet, un œil, mais bon Dieu, quel œil, aux éditions Découverte Gallimard que vous découvrez sur cet écran. En face de vous, Alexandre Duval-Stala. Alors là, vous êtes l'auteur d'une biographie croisée entre Claude Monet et Georges Clemenceau, son grand ami. D'où est venue cette amitié? C'est paradoxal, deux hommes qui vivent dans deux mondes complètement différents. L'un, la politique dure, la guerre. L'autre, un artiste qui ne regarde qu'une chose, c'est la lumière et les couleurs. Alors en fait, Georges Clemenceau et Claude Monet se sont rencontrés dans les années 20. Enfin, quand ils avaient 20 ans, pardon, oui. Au quartier latin, qui était le foyer à l'époque, parce qu'on était sous le Second Empire, du républicanisme. Et donc, c'est là qu'ils se sont rencontrés, puisque tous les artistes et tous les étudiants bouillonnants se retrouvaient là. Et ils se sont après perdus de vue, et ils se retrouveront lorsqu'ils auront une cinquantaine d'années, un peu quand Georges Clemenceau aura perdu les élections. Il se mettra à travailler comme journaliste avec l'affaire Dreyfus, et notamment, il s'intéressera à l'art et aux cathédrales. Et c'est à partir de ce moment-là que cette amitié va se creuser, s'approfondir et se solidifier jusqu'à la mort. Voilà, tout à fait. Et pour terminer par ce merveilleux cadeau de leur amitié à la France, un bouquet de fleurs offert à la France, qui sont les nymphéas, qui sont à l'orangerie aux Tuileries. Claude Monet s'intéressait à la politique ? Alors Claude Monet, paradoxalement, est très peu. Autant il est très intéressé par toute l'actualité, par tout ce qui se passe. Il se tenait au courant, il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. Autant la politique, c'est vraiment pas son truc. D'ailleurs, en 1870, au moment de la guerre, il va partir à Londres. Il va s'engager quand même dans l'affaire Dreyfus, et il offrira notamment à Clemenceau à ce moment-là le bloc. Qui sont donc les rochers de la Creuse, qui appartiennent aujourd'hui aux collections de la reine d'Angleterre, paradoxalement. Et d'ailleurs, Clemenceau sera très très embarrassé par ce cadeau, parce il lui dira, mais je sais pas comment vous remercier, vous dire merci, on ne remercie pas un rayon de soleil. Il était républicain, Claude Monet. Il était de gauche, républicain, athée comme Clemenceau. Et je crois qu'on ne comprend pas l'impressionnisme, et peut-être vous confirmerez, me contredire, enfin vous me porterez la contradiction, si on ne comprend pas l'opposition qu'a été la République portée par Clemenceau et l'impressionnisme porté par Monet face au Second Empire et face à l'impressionnisme. C'est vraiment deux aventures qui se nourrissent de l'autre et qui de l'époque, c'était les pompiers, cet art académique très très léché qu'on voyait dans les salons. Est-ce que Claude Monet est un peintre de rupture? C'est un terme qu'on utilise en politique. Alors c'est complexe, parce qu'à leur début, les impressionnistes ont cherché à être admis au salon. Ils n'étaient pas appelés encore impressionnistes, mais ils ont présenté leurs œuvres et certaines ont été acceptées, mais beaucoup refusées. C'est de ce refus qu'il y a eu donc le salon des refusés, et puis cette volonté d'exposer dans un groupe seul, comme le disait Basile, nous exposerons à part et nous réussirons parce que nous sommes avec Monet qui est plus fort que nous tous. Monet, c'est un chef d'école, c'est un théoricien de la peinture impressionniste. Alors, pas un théoricien, mais c'est un meneur. Il a une personnalité de meneur, de chef. Il a été le chef de file de l'impressionniste, un caractère. Il a voulu faire d'ailleurs rentrer l'Olympia au Louvre. À plusieurs reprises dans son existence, on voit justement cette personnalité de meneur. Alors, sur le plan du talent, bien sûr, l'exposition du Grand Palais le démontre, c'était un talent hors norme, vraiment d'exception. Une parenthèse sur l'Olympia, c'est grâce à Claude Monet que l'Olympia est au Louvre, via Clemenceau. Tout à fait. Une toile de Manet, faut-il rappeler.
Alors déjà parce que Clémenceau s'est battu pour l'Olympia. Il raconte qu'il se mettait, lorsqu'elle était exposée au salon, qu'il se mettait devant et qu'il recevait les crachats que jetaient les spectateurs sur cette toile. Et ensuite, effectivement, au moment où cette toile devait partir pour les États-Unis, Monet a mené une souscription pour récupérer ce tableau pour qu'il soit au Louvre. Le Louvre ne l'a pas accepté dans un premier temps, il était d'abord au musée du Luxembourg, et en 1907, au moment où Clémenceau est président du Conseil, effectivement, Monet va le voir en lui disant « il faut que l'Olympia aille au Louvre ». Alors, vous dites que Monet avait besoin, pour créer, de cette énergie rentrée extraordinaire de Georges Clémenceau. Est-ce que c'est vrai, ça? Je crois qu'en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que Monet, c'est pas simplement un peintre bucolique de fleurs, c'est vraiment un révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il a vraiment révolutionné la peinture. Un peintre militant? On parle en fait de l'impressionnisme comme la Renaissance italienne, mais ça c'est une Renaissance française. Et je pense que c'est très important de le comprendre parce que c'est notre grand peintre français, c'est celui qui fait une triple révolution esthétique, artistique et culturelle. Esthétique parce qu'il va changer la manière de regarder le sujet, la manière de retranscrire sur un tableau ce qu'on voit. Il faut comprendre qu'au moment où Monet commence à peindre, la peinture officielle, ce sont les peintures antiques et les scènes historiques. Rien d'autre. Et eux vont changer complètement ça, ils vont changer complètement le regard. Et ça va, et bien évidemment, conduire à la peinture moderne. C'est aussi une rupture dans les manières des circuits de l'art, puisque il n'y avait que le salon. Avant, il y avait les commandes royales, et puis on arrive au salon. Et c'est eux qui vont créer la première exposition indépendante en 1874, et qui vont ouvrir, en fait, le marché de l'art. Et il y avait un esprit coopératif, presque, à l'époque. C'est une société coopérative, tout à fait. Là où vous avez tout à fait raison, en disant que Clémenceau ressource Monet, c'est que dans les dernières années, c'est sûr qu'en tant qu'ancien médecin, il a beaucoup soutenu Monet, qui était un artiste qui tout au long de sa vie a douté, non pas de lui, parce qu'il savait, mais qui avait beaucoup de mal à exprimer, à travailler en relâche, à sentir, il s'était donné un tel but qu'il avait toujours l'impression le soir qu'il n'était pas parvenu, qu'il n'allait pas y parvenir au but. C'est cette personnalité qui se détache, d'ailleurs tout au long des salles du Grand Palais, puisqu'il y a plusieurs peintres en Monet. Il y a le peintre évidemment de la période de l'impressionnisme, et puis il y a le peintre des séries, comme il y a le peintre de plusieurs thèmes, la mer, les jardins. Et là, l'intervention de Clémenceau dans les dernières années, à partir du moment où Monet souffre des atteintes de la cataracte, à partir des années 1908, où Clémenceau le soutient, non seulement en tant qu'ancien médecin pour subir les interventions chirurgicales qui évidemment effraient Monet en raison de l'importance de ses yeux pour peindre, eh bien Clémenceau n'a pas eu que ce rôle, il a eu également le rôle de le pousser à continuer à peindre, à le faire croire en lui, et de chaque fois que Monet n'allait pas bien, d'être auprès de lui et effectivement de lui redonner de l'énergie. Alors Clémenceau était fasciné par l'œil de Monet, sa perception, son regard. Il disait Monet a une peinture entêtée et obstinée. En quoi cette peinture? Oui, et puis il disait aussi que Monet était l'œil tout entier. Obstiné. C'est exactement ça. Il est entêté, obstiné parce qu'il poursuit le motif, il traque la lumière, il veut capter l'instant. Et c'est pourquoi je dirais que l'année 1890, qui apparaît comme un petit peu une rupture, une charnière dans l'exposition, ça n'est pas vraiment deux peintres ou deux périodes qui s'opposent. Au contraire, à partir de 1890, il approfondit encore davantage. Et c'est vraiment toujours parce qu'il recherche cette capture de l'instant, de la lumière, comme il l'a fait à travers ses séries impressionnistes, enfin ses toiles impressionnistes, à travers également ses scènes des débâcles à Véteuil, eh bien à Giverny, lorsqu'apparaissent les meules, les peupliers, les cathédrales, c'est toujours pour traquer de plus en plus la lutte d'instant. Donc si on veut dire, c'est un prolongement. Donc il est obstiné parce qu'il tient toujours à arriver à parvenir à son résultat, d'où ces séries qui comprennent plusieurs versions et que ces versions pourraient être de plus en plus nombreuses. Comme disait Clémenceau, devant les cathédrales, il pourrait y en avoir 100, 1000, autant qu'il y a d'instants dans la vie de Monet. Est-ce que Claude Monet se considérait comme un géant de la peinture, comme à son époque Paul Cézanne avait pensé cela de son art à lui? Alors, cette question que vous dites, disons que ça dépend de l'époque de la vie de Monet, mais il y a quand même un point à souligner, c'est qu'à la fin de sa vie, Monet n'a pas voulu donner les nymphéas de son vivant. Il a voulu qu'elles soient données après sa mort, comme une œuvre posthume que le public allait découvrir, en disant justement que ces œuvres appartenaient au public, qu'il ne voulait pas entendre de critiques, et que à ce moment-là, il y a eu comme une sorte d'offrande, en fait, après sa mort. Comment expliquez-vous, madame, j'allais dire, cette histoire d'amour entre les Français et l'impressionnisme, et plus singulièrement avec Claude Monet?
Vous n'avez pas employé un terme trop fort, c'est bien une histoire d'amour. C'est pourquoi je suis si heureuse de cette exposition. En 1980, lorsque j'étais commissaire de l'hommage à Monet, l'un des commissaires, le public a été très nombreux. Pendant 30 ans, les choses ont évolué, si on peut dire, de nombreuses expositions Monet, Monet en Norvège, Monet au Rodin, les cathédrales de Monet, Turner, Whistler Monet, plus de 500 000 visiteurs au Grand Palais. Alors aujourd'hui, Monet en 2010, eh bien finalement, le chiffre des visiteurs va évidemment exprimer tout ce que les Français aiment en Monet. La période actuelle n'est pas tellement gaie. Et vous voyez toutes ces personnes qui sortent du Grand Palais en ayant tout oublié, et vous les regardez dans l'exposition, absolument les yeux totalement perdus dans les toiles de Monet, dans les couleurs, dans la mosaïque des touches. Je pense aussi que cet engouement, il est très fort dû à 2 endroits dans Paris. C'est le musée Marmottan, qui conserve l'impression Soleil Levant. Et la toile fondatrice de l'impressionnisme. De l'impressionnisme. Qui ne sera pas dans l'exposition du Grand Palais. Non, puisqu'il y aura à partir du 6 octobre une exposition montrant Claude Monet en son musée, avec les collections permanentes, plus d'une centaine de toiles, et notamment tout le fonds de dessin, de carnet, plus de 160 pièces, un fonds colossal et évidemment très touchant, très intime, autour de l'impression Soleil Levant, qui évidemment n'est pas parti pour le Grand Palais, pour rester dans cette exposition. Et puis il y a un deuxième lieu qui compte, il y a évidemment l'orangerie avec les nymphéas à Paris, mais il y a un lieu qui compte beaucoup, c'est Giverny. Giverny a été ouvert justement en mai 1980, quelques jours après la fermeture de l'exposition de 1980. Et je pense que là, l'engouement des Français, l'engouement des étrangers, il est aussi très fort parce que la visite de Giverny, la visite de la maison du peintre et des jardins du peintre, qui sont intimement liés à l'œuvre de Monet, ont amené certainement le grand public à connaître beaucoup mieux le peintre des nymphéas. Et je pense à d'autres expositions, en particulier celle de Rouen, actuellement, qui expose encore une autre facette de l'art de Claude Monet. Une dernière question. On dit que c'est le peintre français qui a peint le plus de drapeaux tricolores. C'est vrai, ça ? C'est vrai, il y a notamment à l'époque le 14 juillet se passait un 30 juin, oui. Et vous avez tous ces tableaux avec tous ces drapeaux. C'était la fête de l'exposition universelle. Voilà. On l'a vu dans le reportage de Paul Bouffard. Et pour renier effectivement à Clémenceau, sur un des drapeaux, il y a écrit « Vive la République ». Ce n'était pas innocent. Et puis les drapeaux, ils sont aussi présents dans la terrasse à Sainte-Adresse, justement, qui est sur la couverture de mon livre, avec un magnifique drapeau, et puis aussi sur la terrasse de l'hôtel des Roches-Noires. Voilà. Et pourquoi les drapeaux ? Parce qu'ils flottent dans le vent, le mouvement et la couleur dans les nuages et dans le ciel. Merci beaucoup. Je rappelle vos 2 ouvrages, Monet, Sylvie Patin, et cette biographie croisée, Claude Monet, Georges Clémenceau, de vous, monsieur Duval-Stala. Merci beaucoup de votre visite dans notre studio. C'est la fin de cette édition. À suivre, un focus sur l'ancien sénateur Michel Thiollière. N'oubliez pas toute l'actualité politique et parlementaire. C'est sur notre site publicsénat.fr. Très bon week-end à tous. Certains les appellent les pépites de banlieue, ces élèves brillants que l'on repère et que l'on prépare au concours de grandes écoles comme Sciences Po. Élévation ou arrachement par rapport à leur milieu, l'élite est-elle prête à faire de la place à ses petits frères jusqu'alors très discrets? C'est le thème du docu-débat cette semaine sur Public Sénat. Élise Lucet, le débat, samedi à 23h sur Public Sénat.